On a pris du retard au début de la saison. Notre place, elle n'est pas ici, elle est au niveau du podium. Quand on est jeune, au centre de formation, c'est la jungle. Rémi, c'était quelqu'un d'entier, tu vois. C'est un mec en or qui donnait sa vie pour le foot. C'était dur. Notre groupe, tu t'en doutes bien, a été très, très touché. La famille nous avait demandé une chose, c'était de croire jusqu'au bout qu'il y avait une chance de retrouver Amy, et c'était compliqué. Salut tout le monde, c'est Colin, nouvel épisode de Call Interview. On est avec Valentin Rongier, le capitaine de l'OM. On a plein de choses à voir ensemble, vous l'avez vu. Mais avant qu'on commence, et à l'occasion du retour de notre très cher Ligue 1, un grand merci à Unibet, grâce à qui cette vidéo est disponible, mais aussi ce code promo que tu peux retrouver en description et les 100 € de bonus pour ton premier pari. On est à l'occasion du match entre l'OM et Strasbourg. Ça va être un match fou, mais avant qu'on commence, avertissement toujours en vigueur. Ne pas parier si on a moins de 18 ans et qu'on est mineur, et pour les autres, on garde le pari comme un loisir et rien de plus. C'est parti. Valentin Rongier, comment tu vas, mon ami? Salut, ça va très bien, merci. Ça va, ça va. C'est un vrai comment tu vas, parce que t'es blessé, parce que t'es en convalescence, donc j'ai envie de savoir où t'en es. C'est pas un vieux comment tu vas de formule polie. Le Est-ce que ça se courtoisie. passe bien pour toi? Non, ça se passe très bien. Écoute, ça fait maintenant 5 semaines que j'ai été opéré du genou. Donc, Mhm. je suis dans une phase un peu plus intéressante de ma rééducation parce qu'au départ, je t'avoue que je pouvais pas faire grand-chose. J'avais le genou dans une attelle, j'avais les béquilles, donc c'était pas très intéressant. Ouais. Et là, depuis maintenant 3 semaines, j'ai commencé à remuscler ma jambe parce que, mine de rien, ben, en 2 semaines, on perd beaucoup de muscles sur la jambe opérée. Donc Mhm. là, je retrouve de bonnes sensations. Et si tout se passe bien, d'ici 10-15 jours, je pourrais redémarrer la course. Donc, normalement, on te retrouve pas très longtemps après la trêve. J'aimerais bien, après, dans ce genre de blessure, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a un délai à respecter qui date depuis la nuit des temps. Même si on a une bonne hygiène de vie, même si on fait tout ce qu'il faut, il y a un délai pour cicatriser l'os, il faut le Ouais. respecter. Et derrière, il y a un délai pour se remuscler et éviter de prendre quel que soit le risque. Donc, je vais faire très attention, mais j'espère revenir ouais, début février, ce serait bien, sans trop me prononcer. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite, on croise les doigts, on touche du bois pour que ça se passe bien, surtout pas de rechute. Mais c'est cool en tout cas de te voir, c'est cool d'avoir des nouvelles de toi. Franchement, ça fait chaud au cœur parce que depuis la blessure, bah, évidemment, on te voit beaucoup moins. Et ça fait, à mon Forcément. avis, ça va faire plaisir à tous les supporters de l'OM d'avoir de tes nouvelles. On a parlé de toi personnellement, on va parler un petit peu de l'équipe parce que là, tu as pris un petit peu de recul, entre guillemets, du fait de plus être sur le terrain. Comment tu sens l'équipe depuis la prise de pouvoir de Gennaro Gattuso? On a l'impression que les choses se sont enfin mises en place petit à petit, que les principes du coach sont compris, que la relation est posée. Invaincu en championnat depuis 4 matchs, la défaite à Lens. Comment tu les sens, toi, les potes, depuis l'extérieur? Ah, je les sens bien, forcément. De toute Hmm. façon, dans le foot, on sait qu'il n'y a que la victoire qui compte. On a beau dire ce qu'on veut, il faut bien jouer, il faut marquer beaucoup de buts, il faut pas en prendre. C'est pas facile le foot, surtout le foot de haut niveau. La Ligue 1, c'est un championnat qui est compliqué. On a réussi à gagner les 4 derniers matchs de championnat et c'est vraiment une très bonne chose parce que comme tu l'as dit, ça a pris un peu de temps. C'est pas facile de changer de coach, tout le monde le sait. Il faut Ouais, que les principes soient acceptés, digérés et compris par l'équipe. Et là, on sent vraiment sur le terrain beaucoup plus de cohérence, que ce soit défensivement, offensivement. Moi, maintenant, je regarde le match des tribunes et c'est vrai qu'on voit une vraie équipe avec des principes, avec un bloc bien compact. Bah, pour preuve, sur toute la phase aller, je crois qu'on a pris que 2 buts au Vélodrome. ouais, Donc, ouais. ça dénote de quelque chose. Et non, je les sens bien. J'espère que ça va durer parce qu'on a pris du retard au début de la saison et notre place, elle est pas ici, elle est au niveau du podium. Tu l'as dit, ça aussi, c'est un gros changement, la solidité à domicile. C'est quelque chose de nouveau depuis quelques années. Donc, c'est bien de voir que ça évolue, que ça change et que ça devient très solide. Mais comme je dis, ça annonce une belle phase retour pour l'équipe. La dernière question sur l'actu, forcément, on sort du tirage au sort de la Ligue Europa. Le Shakhtar, alors tu vas me sortir évidemment qu'on reste prudent et voilà, je la connais, la petite formule, mais comment la nouvelle a été prise par le groupe? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'on se méfie beaucoup? Comment tu sens les potes, encore une fois? Ça va être une confrontation compliquée. Il y a plus de petites équipes à ce stade-là de la compétition. Personne n'est là au hasard. Je fais pas de politique, mais comme tu l'as dit, on va forcément se méfier parce que c'est une très belle équipe. On le sait depuis des années, ils sont présents en Champions League, ils ont déjà battu beaucoup de grosses équipes.
On les joue Ouais. pas dans le même contexte. Effectivement, c'est un contexte très particulier pour eux avec tout ce qui se passe là-bas. Le fait qu'ils jouent aussi en Allemagne. Il y a plusieurs joueurs qui sont partis malheureusement pour eux à cause de tout ce qui se passe, comme je viens de dire. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et on espère que cette confrontation va bien se passer. Mais comme tu l'as dit, on reste très prudent parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup d'armes. Dans cette émission, tu le sais, on parle beaucoup du passé, on parle beaucoup de votre parcours, des émotions que vous avez ressenties. Donc, j'ai fait mon travail sur l'actu, la prise de nouvelles de l'OM. Maintenant, je m'intéresse à ton parcours beaucoup plus personnel à toi. Et je te ramène forcément à Nantes, là où les choses ont commencé. Alors, très brièvement, parle-moi un petit peu de la vie avant le foot, avant centre de formation, avant tout ça. Est-ce qu'elle est facile? Est-ce que le foot est une évidence? Est-ce qu'au contraire, les impératifs du foot, la présence, les achats, l'équipement, les déplacements, comment ça se passe la prise de connaissance avec le foot? Tu parles à l'adolescence, au centre de formation, là, Ouais, on est d'accord. ouais. C'est une période compliquée. Je vais pas me plaindre du métier qu'on fait et de la chance qu'on a, bien évidemment, on en est tous conscients. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on est jeune, je vais employer ce mot-là parce que je trouve que c'est la réalité, c'est la jungle. Au centre de formation, c'est la jungle. Il y a énormément de joueurs pour très peu de postes. Mm, C'est généralement les plus forts, que ce soit au football ou dans la tête, qui réussissent. Et ça ouais, passe par beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés. Je parle pas des entraînements parce que à cet âge-là, t'as toujours cette passion qui t'anime. Donc tu vas à l'entraînement, tu es trop content parce que tu vas toucher le ballon, t'es avec tes collègues. Mais il y a des périodes qui sont compliquées parce qu'il y a des différences d'âge, des différences de physique, des différences d'environnement dans lequel on vit. Et on n'est pas tous prêts pour ça. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais externe. Donc, si tu veux, je restais chez mes parents et je faisais les entraînements avec le centre de formation. Et je pense, entre guillemets, que c'est ça qui m'a permis de réussir parce que j'avais toujours mon équilibre familial. Et moi, j'en avais besoin. Je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais dû être interne au centre de formation. Peut-être que ça se serait bien passé parce que je m'entends bien avec tout le monde et j'ai cette capacité-là à m'adapter. Mais c'est vraiment dur. il y a finalement le Graal, tu le touches quand tu commences avec l'équipe première, avec le FC Nantes. Ta première saison officielle avec le groupe pro, c'est en 2014. Alors, le coach de l'époque, c'est Michel Derzakarian, qui a beaucoup de joueurs qui l'apprécient, mais de l'extérieur du foot, il y a pas mal de joueurs qui le critiquent. Toi, tes débuts sous ses ordres et dans l'équipe professionnelle et dans le monde pro, ça a demandé quoi? Est-ce qu'il a fallu une qualité particulière à travailler ou à peaufiner pour vraiment prospérer au plus haut niveau? Comme tu l'as dit, le plus dur, c'est... J'ai signé pro en 2014, il me semble. Mais le plus dur, c'est pas de signer pro ni de s'entraîner avec les pros. Le plus dur, c'est de jouer et d'enchaîner les matchs, tu vois. Mhm. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'une fois qu'on a signé notre contrat pro, ça y est, on est arrivé, le football, ça va être notre vie. Mais si tu regardes bien sur la moyenne des joueurs, la plupart, la carrière, elle dure 3 4 ans. Après, ils vont se perdre dans des pays un peu plus compliqués, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est pas une vraie carrière. Je respecte, hein. Mais pour faire une belle carrière, c'est beaucoup plus que ça, tu vois. Et quand j'étais plus jeune, moi, je me rappelle d'une chose, c'est que je me suis dit, à partir du moment où tu intègres le groupe pro, que ce soit les joueurs ou le coach, faut que tu aies un sens de l'écoute qui soit au-dessus des autres parce que ils ont pas de temps à perdre, les mecs. Ils te disent les choses une fois. Si t'écoutes pas, si t'as pas envie d'intégrer ça, ou si t'arrives pas à l'intégrer, ils passent à quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, Faut prendre le bon wagon. Et moi, je me rappelle que j'écoutais vraiment beaucoup les conseils des plus anciens et du coach. J'essayais d'appliquer. Parfois, j'y arrivais pas parce que, voilà, il y a des choses qui prennent un peu de temps à assimiler. ouais. Mais je me rappelle que c'était ça ma plus grande bataille. Tu fais tes débuts, je l'ai dit, sous Derzakarian, mais la saison vraiment où tu pètes, c'est, si je peux me permettre, c'est sous Sergio Conceição. Mais avant ça, il y a un gros épisode, c'est les ligaments croisés que tu te fais. C'est un peu la blessure spectre, fantôme qui fait flipper tous les footballeurs. Toi, finalement, elle arrive relativement tôt. Est-ce que c'est plus facile pour un joueur, entre guillemets facile évidemment, de la subir tôt quand on est jeune, en pleine force de l'âge, pour se rétablir et psychologiquement, ou est-ce que peu importe le moment où ça nous arrive, ça reste une blessure compliquée? Il y a deux écoles pour ça. Moi, je vais te dire que c'est plus facile quand tu es un peu plus ancien, que tu as déjà fait tes preuves.
parce que on sait que voilà, tu es dans le monde du foot, tu as montré que tu avais les capacités de jouer. Tandis Ouais. que quand tu es jeune, déjà, tu sais pas quand et comment tu vas revenir d'une blessure pareille, parce que comme tu l'as dit, c'est une blessure que tu appelles spectre fantôme, mais c'est vrai, Mm. faut se la faire pour comprendre tout ce qu'il y a derrière, toute la rééducation, toute la difficulté de réintégrer le groupe, de plus avoir ces blocages mentaux, tu vois. Et quand tu as fait comme moi que 10 matchs, parce que l'histoire, c'est que j'ai commencé la saison 2015-2016 titulaire du Ouais. premier au 10e match. Je marque mon premier but le 10e match, le 11e la semaine d'après à Caen. Je me fais les croisés, donc c'était un ascenseur émotionnel. Ouais. Et quand tu es jeune comme ça, tu te dis merde, est-ce que je vais réussir à revenir? Est-ce que je vais retrouver ma place? Parce que ça va trop vite dans le foot. Si t'es pas là, il y a des gens qui prennent ta place et c'est normal. Mais pour moi, c'est plus facile quand tu as déjà montré un peu, tu vois. Mais il n'y a pas de bon âge en vérité pour se faire ce genre de blessure. Quand tu compares à celle que tu vis aujourd'hui, la gravité, elle est différente, mais l'absence, elle est quand même conséquente aussi. Est-ce que psychologiquement, c'est plus compliqué de gérer celle que tu as eu à gérer à l'époque ou celle que tu gères maintenant? C'est largement plus compliqué à l'époque. Pourquoi? Parce que j'étais plein de doutes encore. J'étais jeune, comme je te l'ai dit, je savais pas comment j'allais revenir, si j'allais réussir à revenir. Aujourd'hui, la blessure que j'ai eue, c'est malheureux pour moi. Ça prend du temps parce que c'est un délai de 3 mois. Mais en revanche, l'opération que j'ai subie, elle est beaucoup moins invasive. Le chir, il est pas rentré dans mon genou, il m'a juste mis une petite vis dans la rotule. Ouais. J'aurai pas d'arthrose, je vais pas avoir de difficulté à revenir. Mon genou, il a pas gonflé. Tu vois, c'est vraiment, il y a rien à voir. Donc, ça m'a beaucoup rassuré et je voudrais rassurer aussi les supporters, ceux qui s'inquiètent un peu, parce que j'ai eu beaucoup de messages. Hmm. C'est pas dramatique du tout ce que j'ai eu. C'est chiant parce que ça dure longtemps, mais c'est beaucoup moins grave. Je l'ai dit, le moment où tu pètes, c'est sous Sergio, c'est sous Conceição, 2016-2017, il y a 34 matchs, 29 titus. En fait, on a l'impression que la saison qui avait été arrêtée à cause de cette blessure, bah, elle a été décalée. C'est-à-dire que tu étais parti titulaire sur la blessure, comme tu l'as dit. Finalement, bah, il y a la convalescence, il y a le fait de récupérer. Et c'est sous cette saison pleine qu'on voit vraiment que ça y est, tu as le niveau pour être au plus haut niveau et faire une saison complète en titulaire dans un groupe important. Ouais, ouais, Est-ce c'est qu'il vrai. a, est-ce qu'il a, est-ce qu'il, lui, il joue un rôle particulier dans ce lancement-là, dans l'étape que tu passes? Est-ce que c'est simplement le développement, comme je l'ai dit là, de naturel, de ça y est, t'as ta chance sur toute une saison, ou est-ce que lui, il joue un rôle particulier? Non, bien sûr qu'il a joué un rôle particulier. J'avais une relation différente avec lui. Ouais, Et j'ai eu ce feeling directement quand il est arrivé. J'aimais beaucoup sa manière de diriger le groupe, sa manière de nous parler, parce que c'était un ancien joueur. Et à l'image de Gattuso, hein, ils savent comment nous parler, ils savent comment nous stimuler. ouais, Il y a une proximité, tu vois, sans rentrer dans le copinage, mais il y a une proximité parce qu'ils savent ce que c'est vraiment d'être joueur de foot. Ils l'ont été il y a peu de temps. Donc voilà, il y a cette relation de confiance, de proximité. Et moi, dès qu'il est arrivé, j'ai beaucoup adhéré, que ce soit à sa manière, comme je t'ai dit, de diriger le groupe, mais aussi de voir le football. Et je me suis retrouvé là-dedans. Et voilà, il m'a beaucoup, beaucoup conseillé, il m'a beaucoup apporté cette saison-là. j'aime pas demander aux joueurs, tu me tends la perche, donc je suis obligé, mais j'aime pas demander aux joueurs actifs ce qu'ils pensent de leur coach actuel. Et là, tu me tends la perche. Nous, de l'extérieur, pour être correct, Gennaro Gattuso, c'est un mort de faim sur le terrain. Et il y a une part de nous qui pense qu'il est un peu fou des fois dans ses relations, tu vois, parce qu'il est capable de partir dans des colères incroyables. Il est en même temps hyper émotif dans le bon sens du terme aussi. C'est chaleureux, c'est facile quand on est joueur, c'est agréable. Comment on vit ce genre d'échange-là? Franchement, tu peux me poser cette question sans aucun problème parce que c'est facile d'y répondre. J'ai que Hmm, des choses positives à dire pour l'instant sur notre coach. Depuis qu'il est arrivé, il a installé un climat de confiance, un climat de travail, ouais, de rigueur. Et moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Et la relation qu'il a avec nous, vraiment, elle est particulière. Peut-être que de l'extérieur, les gens pensent qu'il a un pet au casque, mais en fait, c'est ce qu'il était sur le terrain, tu vois. C'est ce mec qui a la rage de vaincre, qui travaille beaucoup et qui ouais. donne sa vie pour ce qu'il aime, c'est-à-dire le foot. Et on le sent, nous, au quotidien. Avec nous, quand tu es sur le terrain et qu'on travaille, il va rien te laisser passer, mais on a besoin de ça. Et par contre, dès que la séance, elle est terminée, et bah, il va agir avec toi comme si c'était ton père ou un membre de ta famille. Il va souvent
t'interroger sur comment tu te sens, tes états d'âme, si tout va bien dans ta vie, et cette proximité dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Je vais t'amener un... Pour être tout à fait transparent, on va être pris par le temps, donc je suis obligé d'accélérer. Et je vais t'emmener à un épisode compliqué, je te ramène toujours à Nantes. C'est le décès tragique d'Emiliano Sala. C'est la première fois que je vais aborder ce thème dans l'émission, parce que c'est aussi la première fois que je reçois un Nantais qui était présent dans le groupe au moment où les choses sont arrivées. Alors, si tu le veux bien, on va en parler. Je t'emmène donc à la saison 2018-2019. Je vais remettre le contexte. Transfert du mercato d'hiver. Emiliano Sala est transféré vers Cardiff. Le transfert est signé, acté. Et il revient en France, à Nantes, pour vous dire au revoir. Et le chemin du retour vers Cardiff est tragique. Parle-moi un petit peu de la personne avant qu'on arrive au fait. Parle-moi un petit peu de la personne parce que le foot s'est littéralement arrêté quand il y a eu l'accident. Et on a eu l'impression que tout le monde le connaissait, qu'il avait joué dans le club, dans tous les clubs de France et même en dehors de la France. Alors parle-moi un petit peu de la personne qu'il était, s'il te plaît. Je l'ai toujours décrit comme le coéquipier idéal parce que Emi, c'était quelqu'un d'entier, tu vois. Il y en a dans le foot, mais aussi entier que lui, ça se fait de plus en plus rare. Ouais, C'est un mec en or qui donnait sa vie pour le foot, qui trichait jamais. Et ça, dans un groupe, c'est magnifique d'avoir des joueurs comme ça. Toujours le sourire, mais toujours envie de travailler. Il rechignait jamais, il se plaignait jamais. Et puis, au-delà de ça, c'était un très bon attaquant qui, la saison avant de partir à Cardiff, nous a mis beaucoup de buts. Voilà, on sait aussi qu'il avait galéré dans plusieurs clubs, en Ligue 2 notamment, etc. Donc, c'était l'évolution rêvée pour lui et celle qu'il méritait. Donc voilà, mais c'était vraiment quelqu'un de très bien. on en arrive à cette fameuse journée. Comment tu le sens? Comment vous le sentez quand vous le voyez pour les fameux adieux, pour le au revoir et bonne chance pour la suite? Tu retrouves le même mec que tu avais l'habitude de voir, souriant, généreux, attentionné et juste touché par un départ, ou il y a quelque chose de différent? Comment tu vis tout ça, toi? Non, il n'y a rien de différent. En fait, tout le groupe et tout le club était super content pour lui parce que c'était son destin et que voilà, c'était l'heure pour lui de partir. Il avait un bon contrat qui allait lui permettre de vraiment mettre sa personne et sa famille à l'abri. Et voilà, donc on était vraiment tous très contents pour lui et il est venu nous dire au revoir comme n'importe quel joueur qui quitte son équipe et ses amis. Comme je te l'ai dit, il y a le monde du foot qui s'est complètement arrêté en ayant la nouvelle. Maintenant, je vais m'intéresser à toi personnellement. La nouvelle, est-ce que tu l'as par les médias? Est-ce que tu l'as différemment? Et surtout, comment tu l'accueilles? C'est un peu, c'est un peu compliqué parce que en fait, tous les matins, quand je me réveille, j'essaie de regarder un peu les infos. Et j'avais vu une info je sais plus sur quel réseau, il me semble que c'était Twitter, Ouais. d'une radio locale à Nantes, qui avait un coucou qui avait disparu des radars entre Nantes et Cardiff. Et quand j'avais vu ça, bien sûr, j'avais pensé directement à Emiliano et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je montre ça à ma conjointe, on en parle un petit peu, elle me dit mais non, t'inquiète, elle me rassure, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Et j'arrive au club et je prends mon petit déj et je vais voir Nico Palois, qui était son meilleur ami, et je lui dis Nico, est-ce que tu as des nouvelles d'Emi? Il me dit non, pas depuis hier soir, et il me dit je pense qu'il était KO, il dort et tout, et il va m'écrire. Et en fait, du coup, j'ai fait le lien, j'ai commencé à paniquer un peu. Et après, j'ai demandé au club de demander, enfin, voilà, d'avoir les infos. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait un problème. On savait pas quoi au départ, mais on savait qu'il y avait un problème et on l'a compris dans la matinée. Il y a le conflit qui s'ensuit entre Nantes et Cardiff. Il y a le lien qui est vite fait par les médias, par tout ça, par tout le monde du foot. Dans l'atmosphère hyper pesante de sa disparition, puis du fait que ça y est, on est sûr que c'est son avion qui est touché. Quand on est un ancien coéquipier, j'ai du mal à dire ancien parce que pour moi, tu es encore son coéquipier à ce moment-là, comment on, comment on continue avec le foot? Comment on continue à se lever pour aller au boulot?
Comment t'as géré ça, toi? Franchement, c'était compliqué parce que, comme tu l'as dit, bon, nous, déjà, on voulait même pas entendre parler de tout ce qui s'en est suivi, là, les disputes, les discussions entre Nantes et Cardiff. Ça, vraiment, moi, je demandais vraiment rien là-dessus. Je voulais aucune information parce que pour moi, c'était la dernière des choses qui avait de l'importance, à cette période-là. Ouais. C'était dur, c'était dur. Notre groupe, tu t'en doutes bien, a été très, très touché. Toute la ville de Nantes a été touchée et je pense que toute la France et le monde du football, en général. Donc, quand tu es vraiment présent, bah, forcément, c'est pesant parce qu'en plus de devoir, commencer ton deuil et essayer d'avancer, tu as tout le monde qui te pose les questions, tout le monde qui te demande comment ça va, comment tu vois, tout le monde te ressasse ça. Et ça prend énormément de temps. Il y avait aussi les médias qui étaient là, qui en rajoutaient une couche. Donc, c'était une période compliquée à gérer. Je me rappelle, parce qu'en plus, j'étais capitaine de Nantes à cette époque-là, donc j'ai dû Mhm. prendre la parole plusieurs fois. Il y a la famille aussi d'Emiliano qui est venue à Nantes. Donc, on a fait le maximum pour essayer de les soutenir, d'être avec eux, mais c'était une période très compliquée, ouais. La dernière question sur le sujet, après je te promets qu'on passe à un sujet plus léger et plus Merci. joyeux. L'adversité la plus compliquée à gérer en tant que capitaine, et tu es relativement jeune à l'époque, dans tout ce process, c'est quoi? Parce que c'est pas une question pour piquer et tirer de l'émotion gratuite. Dans cette émission, j'aime bien avoir un exemple, j'aime bien donner des exemples et montrer l'exemple pour les plus jeunes qui vont suivre derrière. Et comme tu l'as dit, tu étais capitaine. Je trouve que c'est un rôle inspirant et que tu fais partie des personnes inspirantes en Ligue 1. Alors dis-moi comment toi, tu as géré le moment qui était le plus difficile et quel était ce moment le plus difficile dans tout ce process-là? J'hésite entre deux moments qui me viennent tout de suite en tête là. Le premier, c'était, de devoir, faire face à la famille d'Emiliano quand sa Ouais. maman, sa sœur, son frère sont venus. C'était vraiment compliqué parce que personne peut se mettre à leur place, personne peut imaginer la douleur que ça représente, déjà de perdre un enfant ou un frère Hmm. ou un proche tout simplement, mais en plus dans ces conditions, en plus avec toute cette médiatisation. Donc, t'imagines bien qu'ils venaient d'Argentine, qu'ils ne parlaient pas le français, qu'il y avait tout ça à gérer et que nous, on était un peu le lien et qu'il fallait et les soutenir et les protéger. Ça, c'était vraiment un moment compliqué parce que, tu l'as dit, j'étais jeune. Hmm. Alors oui, j'étais capitaine, j'avais l'habitude de prendre la parole, j'ai peut-être un certain leadership en moi, mais ça, c'est des choses que tu t'es pas préparé pour ça, donc Ouais. tu dois agir en conséquence, mais tu sais pas comment ça va se passer. Et voilà, tu t'apprends sur le tard. Et la deuxième chose, c'était, que la famille nous avait demandé une chose, c'était de croire jusqu'au bout, qu'il y avait une chance de retrouver Amy et l'avion. Et de ce fait, on avait fait avant l'entraînement, tout le groupe, avant l'échauffement, on était allé voir parce qu'on a, au centre d'entraînement de la Jodelière, on a un petit endroit où il y a un parquage pour les supporters qui viennent en accès libre. Et il était plein, comme souvent. Et il y avait aussi les médias. Et en fait, la famille nous avait demandé de transmettre un message à tous les supporters parce qu'on voyait déjà certaines personnes qui déposaient des fleurs, qui déposaient, voilà, comme si c'était terminé, alors que la famille y croyait vraiment. Du coup, il a fallu que je prenne la parole devant tout ce monde-là, pour les remercier du soutien et leur dire aussi que, bah, tant qu'on n'aurait pas retrouvé le corps d'Amy, l'avion, le corps du pilote, et ben, on allait y croire jusqu'au bout et qu'on leur demandait de faire la même chose. C'était pas facile de prendre la parole devant tout le monde pour dire ça parce qu'il y avait Mhm. l'émotion. Il fallait en même temps, assumer et ne pas flancher, tu vois. Et c'était compliqué. Merci pour la franchise. Je t'ai emmené dans un épisode qui était particulièrement compliqué. Merci pour la franchise et la transparence. Et promis, on reparle de foot léger. Allez, ça va. À la fin de cette saison, il y a ton départ. Avec tout ce que ça représente et tout ce qu'on a dénuméré là, en plus de l'aspect émotionnel qui va avec la disparition d'Emiliano, il y a eu la saison chargée pour toi parce que tu fais une saison pleine. Dis-moi à quel moment et comment se dessine l'éventualité et l'envie d'un départ. Ça faisait déjà 2 ans avant que je signe que voilà, j'avais fait part, au président de mon envie d'ailleurs. Non pas que j'aimais pas le club, de Nantes, je me sentais super bien là-bas, mais je sais que dans le foot, voilà, pour évoluer, faut toujours être ambitieux, essayer d'aller voir plus haut. Mon agent avait déjà eu des contacts à l'époque avec l'OM. Mhm. Ça n'avait pas abouti, ils avaient fait d'autres choix. Et puis ils étaient revenus à la charge, l'année d'après.
Mhm. Et là, j'avais dit à mon président, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. J'ai 24 ans, il faut que tu me laisses partir parce que voilà, je veux grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Nantes, c'est un grand club français, un grand public de foot français. Et l'OM, c'est sans comparaison possible. Et ça coûte pour moi parce que je viens de Paris et supporte le Paris Saint-Germain en France, mais voilà, je sais que c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce qui te surprend le plus? Qu'est-ce qui t'interpelle le plus quand tu arrives dans cette ville si particulière, dans ce club si particulier? Qu'est-ce qui saute aux yeux que tu n'avais jamais connu avant? La ferveur et l'engouement des gens. Je Même pour un raconte mec qui vient toujours. de Nantes, c'est ça. Ouais, parce que à Nantes, déjà, il y a beaucoup de ferveur, beaucoup d'engouement pour le foot. C'est le sport numéro un, le foot là-bas à Nantes. Mais à Ouais. Marseille, en fait, c'est plus du sport, c'est une religion. Tu vois, l'OM, tout le monde suit l'OM, du petit, de la petite de 4 5 ans, au papy ou à la mamie de 85 90 ans. C'est vraiment une religion, l'OM. Et ce qui est drôle ici, c'est que quand l'OM gagne, les gens sourient dans la rue, les gens sont contents. Et tu vois vraiment une différence quand l'OM gagne et quand l'OM perd. Et c'est Hmm. là que tu te rends compte de tout ce que l'OM représente pour les gens et le peuple marseillais. Et moi, ce qui m'a marqué, je raconte souvent cette anecdote, c'est au bout de 4 jours, quand j'étais arrivé, je dormais à l'hôtel. Donc, je prenais le tunnel du Prado tous les jours pour aller à l'entraînement. Et il y avait des bouchons. Il y avait un mec qui m'avait arrêté dans le tunnel, qui m'avait reconnu à travers ma vitre et qui s'était mis devant, qui m'a dit, est-ce qu'on peut faire la photo et tout. Et là, j'avais compris où j'étais arrivé, en fait. Ok. Même dans les bouchons, t'es pas tranquille, c'est insupportable. C'est la passion, Non, c'est beau. comme je C'est t'ai beau. dit, c'est la passion en fait. Il y a Ouais, pas de c'est beau. limite. Parfois, ça peut être un peu intrusif, un peu, mais c'est malgré eux, tu vois, ils font pas Ouais, exprès. C'est qu'ils sont tellement passionnés par le foot que quand ils nous voient, ben, ils sont heureux, quoi. ouais. Je t'avoue, c'est quand même quelque chose de bon à vivre. Je pense que c'est quelque chose de bon à vivre. Ah, Bon, c'est du coup, unique. c'est André Villas-Boas qui te fait venir. Alors, parle-moi. On parle sans cesse, quand on dit ton nom, on parle d'adaptation, on parle de polyvalence. Voilà, c'est une des qualités premières qu'il y a chez toi, mais pas que. Donc, ça va être un peu le fil rouge de ton passage à l'OM dans cette interview. André Villas-Boas te fait venir dans un club de cette envergure, avec les attentes, dans une situation qui n'est pas si simple à gérer parce qu'il y a une ambition qui n'est pas forcément matchée par les résultats. Alors dis-moi, comment il facilite et comment il met en place ton intégration dans cette équipe, sachant qu'il montre d'entrée qu'il compte sur toi? Comment ça se passe pour toi? Et moi, je l'avais eu au téléphone déjà pendant l'été. Il devait attendre de vendre quelqu'un pour que je puisse venir. Après, il y a eu mon transfert un peu rocambolesque qui a eu lieu. Mais il m'avait dit, on t'attend, dès que tu seras là, voilà, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça, je vais t'utiliser comme ça. Donc ça m'avait rassuré. Puis quand j'étais arrivé, en toute logique, j'étais remplaçant au départ. En plus, l'équipe avait gagné les 2 ou 3 derniers matchs depuis que j'étais là, donc aucune raison de changer et je le comprenais. Donc j'attendais mon heure et puis voilà, je m'entraînais bien. Les premiers entraînements, c'était un peu difficile parce que ça va plus vite, le temps de s'adapter, voilà, de digérer tout ça, arriver dans un vestiaire avec des grands noms. Et puis, une fois que je me sentais bien, j'ai commencé à jouer. Et puis après, je suis plus sorti du 11. Quand tu me parles de ce vestiaire avec lequel tu fais connaissance, est-ce qu'il y a un... Tu me parles de grands noms, on est en tête où je vais forcément te demander un petit peu plus sur la personne, mais il y a une personnalité qui t'a surpris plus que les autres par l'a priori que tu pouvais avoir et par son côté, sa personnalité, son rôle dans le vestiaire. Est-ce il y a une surprise qu'il y a eu dans tes rencontres avec le vestiaire marseillais? Pas vraiment de surprise. Si, la bonne surprise, c'est que malgré la carrière des uns des autres, malgré le palmarès des uns des autres, tout le monde était simple Hmm. et tout le monde était bien, en fait, bienveillant. Quand tu arrives, tu te sens bien, les mecs sont cool avec toi. Et ce qui m'avait agréablement surpris aussi, c'était qu'il y avait énormément de chambrage. Moi, j'adore chambrer. Et du coup, ça m'a mis dans mon confort. Ok. Cette première saison, elle est interrompue par le Covid, donc elle est particulière. Quand j'ai fait le bilan au départ, je me suis dit, vas-y, chambre-le, parle de la première, du premier bilan, avec arrivé à l'OM, avec un coach international, avec une première claque reçue face au PSG. Et je me suis dit, allez, c'est bon, il te donne du temps, il est sympa, parle d'autre chose. Donc je vais te Là, au parler moins, d'autre mais chose. tu viens de le faire. Subtilement, mais tu viens de le faire. T'es malin, t'es très malin. C'est ça, ça s'appelle l'élégance, tu vois. Ça s'appelle C'est l'élégance. Je le beau. fais, mais pas trop fort. Il y a Dimitri Payet qui fait beaucoup parler à Marseille. Et qui fera, à mon avis, toujours beaucoup parler à Marseille. Et j'aimerais savoir comment c'est de jouer avec lui.
commencé de le côtoyer tous les jours parce qu'il y a plein de choses dites sur ces personnalités-là. Effectivement, enfin, évidemment, quand tu es à l'OM, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur toi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu à quel genre d'homme tu as affaire quand tu le rencontres ou pas? Je pense déjà que c'est le plus gros chambreur de l'histoire de l'OM. Mais Donc il une fois comme chambre ça, bien, c'est tu vois. bien. C'est toujours subtil, c'est toujours bien fait. Et moi, j'adore Ok. ça. Donc, non, là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé avec lui. Et puis après, en termes de football, ben, j'ai même pas besoin de parler parce que vous connaissez ses qualités. Donc, le fait de jouer avec lui, c'est facile en vérité. Parce que même si tu lui mets un ballon qui est merdique, il va réussir à s'orienter, à le contrôler et à le rendre propre. Donc à ce niveau-là, non, c'était un plaisir. Mais dans l'effectif, il y avait pas que lui, il y avait d'autres très, très bons joueurs. Mais c'est vrai que jouer avec Jim, ça a toujours été un plaisir. Mais justement, dans cet effectif, on y vient. Tu vois, je t'ai dit qu'en fil rouge, on allait parler de ton adaptabilité, ta façon de t'adapter, tes adaptations, ta facilité à être polyvalent, etc. Mais moi, quand je me mets à ta place, je me dis aujourd'hui, je suis capitaine de l'OM. Je viens de Nantes, dont j'étais le capitaine aussi. J'ai fait mes preuves dès la première saison, malgré le fait qu'elle soit très courte, parce qu'elle s'arrête en mars. Et malgré ça, on me remet encore, à chaque début de saison, dans la tête des gens, des médias, des supporters, on me met encore remplaçant, on me met encore comme joueur de ce second couteau, entre guillemets. Là, il y a l'arrivée de Matteo Guendouzi qui vient renforcer encore l'entrejeu marseillais. Toi, dis-moi, quelle relation tu as avec ces a priori, avec ces premiers sentiments qui sont jamais très valorisants pour toi. Comment tu vis ça? Comment tu vois ça, toi? Franchement, je sais pas si je me suis habitué ou quoi, mais tu sais, dans le foot, pour réussir, il faut être fort mentalement, ça, tu t'en Hmm. doutes. Et il faut aussi s'éloigner de tout ça, de tous ces on-dit, de tout ce qu'on dit sur toi, parce que ça fait que polluer ta tête dans les deux sens, hein, quand ça va bien et quand ça va mal. C'est pas parce qu'on te sauce qu'on écrit des louanges sur toi dans les médias que ça y est. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on écrit que t'es moins bien il faut plonger. Et moi, c'est vrai que je me suis habitué à ça. Il y a un moment où c'était un peu lassant. Je crois que c'était lors de ma troisième saison, quand Sampaoli est arrivé et que carrément il comptait pas sur moi alors que je sortais d'une belle saison. Et là, je me suis dit, bon, ok, bah, peut-être que ton heure à l'OM est finie. Il faut que tu ailles voir ailleurs, tu vois. Ah, tu Au t'es posé final, cette question-là, hein? comment? Tu t'es posé cette question-là. Mais bien sûr, je me la suis posée. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Le foot, ça va super vite. Je veux pas perdre un an à attendre, m'entraîner durement comme je l'ai toujours fait. Si un coach me dit, écoute, quoi que tu fasses, je compte pas sur toi. C'est pour ça, d'ailleurs, j'avais sollicité un rendez-vous avec lui. J'étais allé le voir en lui disant, coach, je comprends, c'est difficile. Vous êtes coach, vous avez des choix à faire. Maintenant, si vous êtes honnête et que vous me dites, Val, je compte pas sur toi, tu peux voir ailleurs si jamais tu as l'opportunité, et bah, je m'en vais. Mais voilà, je veux pas attendre et faire traîner, tu vois. Et là, il m'avait dit non, non, franchement, parce qu'en fait, quand il était arrivé, j'étais un peu blessé au talon. Et il m'avait dit, voilà, je t'ai pas vu trop jouer. Enfin, je t'ai vu jouer, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins dans ton jeu. Faut qu'on travaille, mais j'aime bien ce que tu proposes à l'entraînement actuellement et tout. Et il m'a dit, tu auras ta chance. Et je lui ai demandé de me donner sa parole, juste qu'il me donne ma chance, tu vois. Et au final, il m'a donné ma chance et après, je suis plus sorti de l'équipe. Il y a juste ce moment-là où c'était un peu compliqué. Après, tous les médias, je regarde pas. Colin, je te jure, je regarde pas. Moi, je fais mon travail, je vais sur le terrain, je m'entraîne. J'essaye de savoir si toute l'équipe, tous ceux qui travaillent pour nous, ils se sentent bien, etc. Et je rentre chez moi, je profite de ma famille et je fais mon boulot, tu vois. Les médias, je regarde pas. Donc, ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé en début de saison, en vérité, ça m'importe peu parce que je sais qu'au final, enfin, c'est un peu en toute humilité, je dis ça, mais je Ouais, sais que ouais, j'entends. je vais jouer. Je sais qu'au final, je vais jouer. Ok. Parce que ça a toujours été comme ça et que je suis un chien, désolé de l'expression, et que je me donne à fond et que voilà, ça finit toujours par payer. Sur cette saison-là, et je veux que tu me donnes ton sentiment, toi, d'expert de l'adaptation, tu bouges partout sous Sampaoli. Tu bouges partout. J'ai regardé un peu les stats, et tu sais, sur Transfer Market notamment, tu as un rond à chaque fois avec la position sur le terrain du joueur qu'il a pu adopter pendant la saison. Mais toi, tu as presque un rond de taille équivalente qui montre que tu as joué presque un nombre de matchs équivalent à plein de postes différents. Il y a au moins six postes différents. Est-ce que, avec le recul, même si tu as toujours mis en avant le fait que ta polyvalence pour toi était une force, est-ce que ça a été la saison qui t'a le plus mis à mal techniquement? Pas techniquement, mais tactiquement. Ok.
Parce que techniquement, le ballon, tu l'as ou tu l'as pas, tu vois. Tu vas pas perdre ton football en 2 mois parce que tu as changé de poste. La prise d'information, la qualité avec les pieds, l'orientation et tout, ça, tu le gardes. Mais par contre, tactiquement, c'était dur parce que avec Sampaoli, j'évoluais à un poste où j'étais latéral droit défensivement. Je repassais en 6 avec le ballon. Et c'est les phases défensives le plus dur parce que j'ai jamais été défenseur Ouais. droit. En Mhm. Ligue 1, tu as beaucoup de très bons joueurs sur les côtés, des mecs qui vont vite. C'est pas ma qualité première. Donc, dans l'orientation de mon corps, sur les ballons dans le dos, sur jouer le hors-jeu. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et je te l'ai dit tout à l'heure, dans le foot, ça n'attend pas. Donc, il faut que tu Mhm. t'adaptes vite, sinon tu dégages. Donc, j'ai bouffé de la vidéo. Je regardais des vidéos de mes matchs, savoir comment je m'orientais, comment je me plaçais, comment je pouvais m'améliorer. Et après, une fois que j'étais dans le cœur du jeu, quand on avait le ballon, là, forcément, je me sentais mieux. Mais ça reste agréable. Ça reste une saison où tu prends du plaisir ou pas? Ouais, j'ai pris énormément de plaisir. C'était un peu difficile au début d'apprendre ce poste, mais j'ai pris énormément de plaisir parce qu'au final, on avait beaucoup de ballons. Je Ouais. pense que sur toute la saison, on a dû avoir, je connais pas les chiffres, hein, mais on a dû avoir au moins 60-65% de possession. Alors parfois, c'était un peu trop latéral selon certaines personnes, euh, mais on a pris un plaisir fou à jouer au ballon cette année. Le départ du coach, tu le vis comment? Je suis surpris et à la fois non surpris parce que lui, pour le coup, il a une certaine folie, Sampaoli. Et le fait qu'il parte comme ça nous a étonné qu'à moitié. Ouais. On était forcément déçus parce qu'on avait commencé à construire quelque chose de bien avec lui, surtout que sa façon de jouer, ça prend un peu de temps à assimiler ses principes, parce qu'en vérité, c'est vraiment un jeu de position, un jeu particulier. Et du coup, on était forcément déçus, mais pas non plus trop surpris. Ce qu'on voulait, c'était que la direction ne se trompe pas derrière dans le choix de l'entraîneur, et ce qu'ils ont Mhm. très bien fait, puisqu'on a enchaîné avec une très belle saison. Derrière, je te parle du départ parce que derrière, il y a l'arrivée du Corse Tudor. Et cette arrivée-là, entre le vrai, du faux, les rumeurs, les machins, bref. Je vais pas creuser là-dedans, c'est pas mon envie. Par contre, j'ai besoin de savoir, toi qui étais de l'intérieur, l'attention, elle a l'air d'être là. Parce qu'il y a un groupe qui rencontre un homme avec des conditions, avec des exigences très clairement définies et un plan très clairement établi de ce qu'il veut faire. Et ça voulait dire notamment pour Gerson, qui était un des hommes forts de la saison d'avant, pour Dimitri, qui était aussi un des hommes forts de toutes les saisons, bah, que c'était plus compliqué pour eux. Mais quand on est à l'intérieur, comment on vit ça et comment ça s'apaise? Quand le coach est arrivé, comme tu l'as dit, les premières choses qu'il a dites, c'est ici pour moi, il y a pas de palmarès, il n'y a pas de carrière. C'est vous appliquez mes principes ou vous ne jouerez pas. Et quand tu passes d'une saison, comme tu l'as dit, où tu joues au ballon, tu es vraiment C'est deux personnalités complètement différentes. Donc je pense que c'est pour ça que le gap était. Enfin, l'adaptation était beaucoup plus dure parce que tu passais d'un Sampaoli où tu faisais que du ballon, à un Tudor qui te demande beaucoup, beaucoup, mais même énormément d'intensité aux entraînements, Mhm. beaucoup de courses, beaucoup de 1 contre 1 parce que c'était notre jeu et pas d'état d'âme, rien, tu vois, tu fais ce que je te dis ou tu sors. Donc voilà, il fallait vraiment s'adapter vite. Au début, forcément, c'était pesant. Mais comme tu m'as posé la question, qu'est-ce qui apaise ça? Les victoires. On a fait tous les matchs de préparation. On n'a pas gagné un match, je crois. Donc, Ouais. on commençait à se poser des questions. Là, c'était pesant parce qu'on faisait beaucoup d'entraînement et c'était très dur. Et on se disait, mais à quoi bon? On n'arrive pas à gagner. Et quand tu commences le championnat et, désolé du terme, tu roules sur les équipes, là, tu te dis, ah ouais, bah, en fait, on écoute et on joue. Tu m'as dit que Dimitri, tu t'entendais super bien avec lui. Et là, il y a un truc qui va arriver pour toi dans la saison qui est hyper complexe à gérer. Et quand je me mets à ta place, encore une fois, je me dis, ouah, comment je gère ces émotions-là. Donc, tu es super pote avec Dimitri, avec qui tu t'entends bien, qui est capitaine du club, emblématique. Il joue moins, mais il reste le capitaine de ce club. Il est déclassé, il y a une tension, il est mis de côté, il devient un remplaçant. Et toi, derrière, tu prends le capitanat. Par rapport à tout ce que représente Dimitri Payet à l'OM, par rapport aux conditions dans lesquelles tu prends ce brassard de capitaine, parce que c'est pas comme si Dimitri avait fait ses adieux et que derrière tu prenais la suite, ce qui aurait déjà été compliqué. Mais là, tu le prends dans une condition où c'est tendu. Comment tu vis ça, la passation comme ça? Parce qu'il y a la fierté, c'est sûr,
mais il y a le côté un peu compliqué à gérer. Comment tu le vis, toi? Non, franchement, c'était vraiment facile, aussi grâce à Dimitri et la relation que j'avais avec lui, parce qu'il sait très bien que moi, j'y suis pour rien. Je suis pas allé voir le coach, ni le président, ni personne en disant, s'il vous plaît, je veux le brassard, comme Dimitri, il joue pas. Rien de tout ça. Il sait très bien que moi, j'y suis pour rien, que je le respecte énormément et que c'est notre capitaine. Mhm. Le brassard, en vérité, c'est quoi? C'est qu'on est plusieurs leaders et qu'il faut qu'on donne le brassard à quelqu'un parce que c'est écrit dans le foot. Mais dans notre vestiaire, on avait plusieurs leaders. Dim, c'était notre leader. Et tu avais des soldats, des généraux derrière Ouais, qui, ouais. qui le soutenaient, tu vois. Mais en vrai, ça a été relativement facile. Après, encore une fois, tout ce qui se disait dans les médias, moi, j'y apporte que très peu de considération. Donc ça m'a pas dérangé du tout. Tu as utilisé le mot fierté. C'était une énorme fierté la Mhm. première fois de jouer avec le brassard. Et ça l'est toujours d'ailleurs à chaque fois. Je sais ce que ça représente, mais ça n'a pas été compliqué grâce à la relation que j'avais avec Dimitri. J'ai encore deux questions pour toi. Après, je te laisse partir, c'est promis. La première, c'est, avec tout ce que tu m'as dit là, malgré le fait que ça se termine plutôt bien, vous ratez sous Igor Tudor, vous ratez l'objectif qui était la deuxième place, derrière un Lens qui marche sur l'eau. Clairement, hein, il marche sur l'eau, parce qu'on le voit encore cette année, c'est difficile de remettre le même niveau et de rester au même niveau, même s'ils reviennent pas mal. Est-ce que, avec le recul, évoluer sous Igor Tudor, c'était la collaboration la plus compliquée que tu as connue ou pas? Non, parce que c'était dur, hein. Mhm. Mais pour Ouais, parce que moi, tout ce que tu me décris là, c'est c'était dur à gérer. C'était dur, mais pour moi, on n'a rien sans rien dans la vie. Et je parle pas que du foot, tu vois. Toi, par exemple, si tu veux percer, si tu veux continuer de grandir en tant que journaliste, en tant que YouTubeur, tu es obligé de charbonner. Tu es obligé de Ouais, faire des vidéos, tu es obligé de faire du contenu, tu es obligé de faire des vues pour être rémunéré. Donc pour moi, c'est pareil dans tous les domaines. Je peux t'en citer plein. On s'entraînait dur, mais c'est pour pouvoir nous faciliter et avoir des résultats le week-end, tu vois. Donc ouais, pour moi, j'ai une vision comme ça de la vie et du travail en général, donc ça m'a vraiment pas dérangé du tout. Je te cache pas que c'était dur sur certaines ouais, ouais. séances, j'avais envie de d'arrêter, mais déjà en tant que leader, un peu capitaine et tout, je pouvais pas bien évidemment, mais c'était dur physiquement et mentalement. Mais par contre, le week-end, quand tu arrivais et que c'était facile, que les équipes elles trouvaient pas de solution, pendant les 6 premiers mois, on s'est régalé. Ok. Ça me rappelle le discours de ceux qui ont connu Marcelo Bielsa, mais c'est pas Ben, tu mal. vois, non, mais je pense que C'est c'est un peu semblable. la même chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la deuxième partie de saison à part un rétablissement? Un rétablissement, d'être performant, de ne pas me reblesser et que l'équipe arrive à ses objectifs, pardon, c'est-à-dire se qualifier pour la Champions League. Je te souhaite tout ça et je te dis un grand merci pour ton temps et ta franchise. Franchement, c'est comme je le dis chaque semaine, sans ça, l'émission ne vaut pas grand-chose. Et c'est grâce à votre transparence que je peux encore dire que je suis vivant sur YouTube, comme tu dis. Et merci Donc, à toi, Colin, et puis merci. prends soin de toi. Merci et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Call Interview avec d'autres invités de fou comme Valentin aujourd'hui, d'autres anecdotes de dingue, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.